Le cycle de vie d'un produit, en fait, c'est considérer que quand vous avez un produit, il a fallu pour ce produit des matières premières pour le produire, il a fallu le transporter, il a fallu ensuite l'utiliser, ce produit, et puis quand il ne sert plus à rien, c'est sa fin de vie, il a fallu le jeter. Par exemple, si on s'aperçoit que la majorité des impacts, c'est sur l'usage du produit, par exemple une grosse consommation d'énergie, eh ben, on va chercher à réduire cette consommation d'énergie au moment de la conception du produit. C'est important de faire cette évaluation environnementale multicritère. Ça veut dire qu'il faut regarder tous les impacts environnementaux, pas que le CO2. C'est-à-dire que par exemple, mon optimisation sur le transport, elle va être très bonne, mais peut-être que ça va se reporter sur un autre impact, qui sont les économies de ressources, l'écotoxicité, la biodiversité. De définition quelque part, il est performant environnementalement, c'est-à-dire qu'on a limité ses impacts sur l'environnement, mais il n'a pas zéro impact quand même, hein. On les a limités. Et il est performant dans son efficacité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on limite ses impacts qu'il va être moins bon à l'usage. C'est les deux. Des impacts de conception de produits sont définis dans la phase de design et de conception préliminaire. Être un éco-designer, c'est garder à l'esprit l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Des matières premières, de la fabrication, du transport logistique, de l'usage et de la fin de vie. Cette vision globale du cycle de vie doit se faire avec un minimum de préjugés environnementaux. Il faut aussi faire attention aux éventuels transferts de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre et étudier tous les scénarios pour éviter ces transferts. Une grosse partie du métier de designer, c'est de se concentrer sur les usages du produit. En effet, en éco-design, l'une des stratégies prédominantes, c'est de réduire l'ensemble des impacts environnementaux d'un produit par rapport à un usage donné. L'industrie du bâtiment est marquée par une grande division des tâches, une grande variété d'intervenants, tout au long du cycle de vie de l'ouvrage bâti, ce qui implique une très faible interopérabilité de l'information technique transmise d'acteur en acteur. Avec les process papier actuels, les informations échangées peuvent donner lieu à des interprétations différentes, voire divergentes. Dans la plupart des projets, et malgré les progrès de la synthèse technique, beaucoup d'erreurs subsistent avec à la clé des non-qualités, des retards et des dépassements budgétaires. Comment les choses pourraient-elles changer ? Eh bien, en partageant toute l'information technique de l'ouvrage bâti entre tous les acteurs, grâce à un format de données universel, standard, ouvert et offrant la garantie d'une interopérabilité naturelle entre tous les outils métiers. Le BIM, modèle d'information du bâtiment, ou pour faire plus simple, maquette numérique, est en quelque sorte l'avatar digital du bâtiment physique. Chaque composante du bâtiment réel est représentée par un objet numérique équivalent dans une base de données qui utilise un format d'échange labellisé ISO, appelé IFC, et qui est lié à un dictionnaire standardisé de données produits, le Data Dictionary BSDD. Et en pratique, prenons un cas concret d'application de cette méthode de travail en BIM. Par exemple, un projet d'école. Le cahier des charges et les spécifications clients constituent bien entendu le point de départ qui va servir à initier le modèle. Modèle qui est amené à évoluer et s'enrichir tout au long du cycle de vie du projet. L'équipe de conception crée la première base de données BIM en utilisant un logiciel spécialisé, en général un logiciel de CAO. Le projet est donc modélisé objet par objet. Par exemple, une porte est choisie dans une bibliothèque d'objets qui attache automatiquement des informations comme sa position. On y ajoute ensuite les informations relatives aux dimensions, matériaux et couleurs, caractéristiques techniques, etc. Pour permettre de valider son implantation, le projet est positionné dans un environnement topographique numérisé. Le BIM permet de coordonner naturellement les différentes disciplines,
Il permet par exemple d'analyser les performances énergétiques et impacts environnementaux pour répondre à la réglementation. Il permet aussi d'analyser les coûts de construction et d'exploitation, c'est-à-dire le véritable coût global du projet. Le modèle numérique BIM peut être envoyé à l'administration en vue d'un permis de construire. À terme, des outils centralisés permettront de vérifier quasi automatiquement la conformité réglementaire des projets. La maquette numérique BIM est avant toute chose un atout considérable pour mieux communiquer et donc mieux construire. Vient la phase d'exploitation. Grâce à un terminal portable, le gestionnaire pourra identifier, par exemple une porte défectueuse ou cassée à remplacer. Toutes les informations concernant cette porte étant disponibles, il peut faire procéder à l'intervention qui est simultanément tenue à jour dans le BIM.